Bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, on reçoit Mariana Diallo Baldé, créatrice de contenu, entrepreneur, communicatrice et artiste pluridimensionnelle. Mariana est passionnée des arts, de la culture et de l'entrepreneuriat. Tu te définis comme ambitieuse et optimiste et tu fais la promotion des talents de la diversité culturelle québécoise à l'échelle internationale. Bonjour Mariana. Bonjour Khadi. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau, toute rayonnante, un rayon de beauté sur le plateau de Mille et une Cultures. Mariana, on te définit comme quelqu'un de passionné, donc tu t'impliques en développement économique, tu es dans les arts, tu es dans la culture, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne d'essentiel de toi? Dans les différents endroits où j'ai pu évoluer, c'est-à-dire les organismes communautaires à Montréal, principalement chargés souvent des dossiers par rapport aux jeunes, le décrochage scolaire, c'est souvent comme créatrice de contenu. Créatrice de contenu ici, c'est monter des programmes éducatifs par le biais des arts. De la même façon que les différents voyages auxquels j'ai pu participer, c'était toujours pour créer encore un contenu à partir du modèle artistique. Donc, c'est souvent par cela qu'on appelle créatrice de contenu. Et même sur les médias sociaux, là encore, c'est créer des capsules éducatives, culturelles, mais toujours on part d'un concept artistique. D'accord. Et donc, toi, tu voudrais qu'on retienne d'abord de toi que tu es une créatrice de contenu et que tu l'as vraiment axé sur les enfants, donc les jeunes. C'est pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, investir par rapport aux jeunes, les dossiers sur lesquels j'ai pu travailler, c'était souvent les nouveaux immigrants. Et parfois, ces immigrants qui arrivent, ils vont s'intégrer, mais l'intégration ne va pas nécessairement être favorable très rapidement parce qu'ils viennent avec un certain bagage culturel. Et leurs jeunes, c'est eux qui vont à l'école, c'est eux qui apprennent le français très rapidement, c'est eux qui s'impliquent au sein des communautés. Donc, c'est ces jeunes-là qui retournent à la maison transférer ce qu'on leur apprend aux parents. Donc, le fait d'investir sur les jeunes va facilement favoriser une intégration plus rapide de ces nouveaux immigrants. Et même quand on parle d'un contexte africain, le fait d'investir sur les jeunes va permettre de revoir certaines traditions finalement qui nuisent à la santé ou même tout simplement certaines façons de penser qui viennent des parents ou des parents de ses parents. Voilà, donc vous faites un chemin inverse en fait en termes de principes d'éducation. Donc ça part des enfants vers les parents pour l'intégration. C'est un processus d'intégration que les gens trouvent que ça fait des limites aussi, parce que si on oublie les parents, est-ce qu'on ne risque pas de perdre l'intégration de toute la famille, qui est l'apport des parents qui est extrêmement important? Absolument. Et d'ailleurs, dans la plupart des programmes qu'on met en place, il y a toujours cette partie où le jeune doit faire appel à la mémoire, à la connaissance des parents, de la famille, pour mieux comprendre ce qu'on essaie de lui transmettre. OK, donc la valise éducationnelle est encore là. On l'ouvre de temps en temps, comme dirait Boucar Diouf. Alors, vous dites aussi vous inspirez de la philosophie africaine Ubuntu. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? Parce qu'on entend souvent Ubuntu, Muntu, Kemit. De quoi on parle quand on parle de la philosophie africaine? Et quels sont les principes, en fait? La philosophie Ubuntu, c'est une philosophie finalement de solidarité. Le Buntu qui vient des nominatifs du peuple Bantou, les Bantous qu'on retrouve en Afrique centrale. Le Ou qui est finalement l'humain, qui rencontre son humanité. Une personne dite Ubuntu, c'est une personne qui est solidaire, ouvert d'esprit, qui est dans un esprit d'entraide et qui est surtout ouvert aux autres. Donc finalement, une personne Ubuntu, c'est une personne qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait que ce qu'il apporte sur la table a une certaine valeur. Donc, cette personne n'a pas peur d'être dépassée parce qu'il sait qu'il contribue à quelque chose de plus grand que lui. Et une personne Ubuntu, c'est quelqu'un qui croit tout simplement qu'il est ce qu'il est grâce à ce que nous sommes tous. Donc, je suis moi, ce que je suis, grâce à ce que nous deux, nous sommes ensemble, qui est beaucoup plus grand. Donc, on mise sur le collectif, la force du collectif par rapport à l'individu. Donc, cette philosophie vous pousse dans vos actions et j'imagine que c'est ça qui vous a aussi incité à créer le CRI. Le CRI qui est un comité de réflexion et d'intervention sur les pratiques sociales.
Donc, c'est quoi les pratiques sociales interdites dont tu parles et qui ont motivé un peu la création du CRI? Alors, le CRI, il faut dire déjà que c'est un comité qui, à la base, était composé des experts, de professeurs, de professionnels et d'artistes. Et l'idée au départ, c'était de se considérer comme une équipe qui va collaborer avec les organismes qui, eux, mettent déjà des actions sur place par rapport à la question des mutilations génitales féminines. Et notre particularité, c'est vraiment d'éduquer, de sensibiliser, mais encore par le biais des arts. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on parle encore de la question de l'excision, mais quand on parle de l'excision, on met encore l'emphase sur la question, les conséquences, les causes. Et il y a plein de forums qui s'organisent, mais quand on revient pour faire le bilan l'année d'après, ce sont encore les mêmes problématiques. Et on se rend compte que peut-être l'outil de l'art, l'action artistique pourrait être un bon moyen d'éduquer finalement, de sensibiliser, car l'art communique l'essentiel sans passer par un filtre de logique quelconque. Et les gens seront beaucoup plus portés à regarder un cadre, un tableau, à lire un poème pour comprendre ce qu'est et à même mesure de s'impliquer versus venir participer uniquement à un forum où là, on sait que c'est plus de la théorie. D'accord. Donc, le côté visuel de l'art pour parler des mutilations génitales, mettons, mais est-ce que ça ne risque pas de mettre un voile aussi sur le vécu ou c'est une façon plutôt de l'extérioriser? Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, nous, l'idée, c'est d'être complémentaires par rapport à ce qui se fait déjà. Avec le CRI, nous avons organisé près de 20 conférences en incluant des activités pratiques. Et souvent, dans ces conférences, on invitait des chercheurs, des experts. Nous avons collaboré avec des organismes tels que le RAFIC. Et le RAFIC amenait toujours cette partie qui est plus théorique avec le réseau d'action des femmes racisées. D'accord. Donc, c'est une initiative qui existe depuis très longtemps et qui fait des actions sur place. Mais nous, on vient en appui dans le côté plus artistique, par un conte, par une activité plus de co-développement, par une activité sur les tabous, où les gens peuvent participer, exciser ou pas, parce que c'est une question où tout le monde doit se mettre ensemble pour finalement lever le voile par rapport à cette question et trouver des pistes de solutions et de réflexions innovantes qui s'adaptent à la société actuelle. D'accord. Excisé ou pas, est-ce que ça risque pas de choquer les excisés? Je pense que le pas ne se pose pas, ou bien pour vous, ça se pose? Excisé ou pas, pourquoi je parle d'excisé ou pas? Parce que quand on prend les pays où justement cette pratique est encore en train d'être continuée, là je prends l'exemple de la Guinée, quand on parle de pourcentage, on est encore dans les 95-97%. Absolument, oui. Les jeunes filles qui ont été excisées sont souvent exclues de certaines activités. Sauf que ces jeunes filles appartiennent à une communauté qui, à première vue, semble solidaire. Et ces jeunes femmes-là, qui, elles, n'ont pas été excisées, sont aussi exclues d'une certaine communauté. Donc, c'est deux groupes de personnes qui vivent finalement une certaine exclusion. Et peut-être qu'il faudrait, oui, trouver des solutions pour ces femmes qui ont vécu ce tabou, qui ont été victimes de l'excision, mais finalement trouver une manière de mettre toutes les jeunes femmes ensemble pour offrir une certaine éducation sexuelle, parce que tout part de l'éducation de base qui n'est pas là nécessairement. Donc la question, c'était pas de savoir si on continuait la pratique ou pas, c'était de continuer à parler aux gens qui sont excisés ou pas. Donc, oui, si exactement. Bien. Voilà. Et quand tu dis souvent nous, je sais que c'est la philosophie Ubuntu, mais on veut un cas pratique là du nous. Dans le CRI, c'est qui le nous? C'est toi, c'est d'autres organismes? Qui sont les gens qui travaillent avec toi, qui ont travaillé avec toi dans ce contexte? Quand je dis le nous, parce que c'est toujours... Quand je parle de moi, je parle aussi de toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. C'est ça. Et du coup, le nous revient à dire qu'à chaque fois qu'on a mis en place une activité, il y avait toute une équipe qu'on ne peut pas nécessairement citer. Mais c'est ta structure, citer. On parle de ta structure. De la structure. C'est pas plusieurs structures, c'est ça que je voulais savoir. C'est pas plusieurs structures. D'accord, c'est de ta structure qu'il s'agit. Oui, tout à fait. Et dans ce cadre-là, tu as créé aussi donc, le Festival interculturel des talents africains. Oups!
Ça pourrait définitivement être des talents africains, mais c'est des talents féminins. Voilà. Sauf qu'au final, si on revient avec l'idée que l'Afrique est la base de tout, ça veut dire que dans cet événement, on a pu revoir aussi certaines choses qui sont propres à l'Afrique. Mais il faut dire que ce festival, moi, j'ai plutôt été la coordonnatrice et pas l'initiatrice. Donc, mon rôle ici, c'était beaucoup plus mettre en place une structure et mettre en place aussi une dynamique à partir d'un outil artistique pour permettre aux différents talents qui vont monter sur scène de mieux transmettre leur message. D'accord. Donc, Mariana, moi, j'ajouterais qu'en dehors du fait que tu es une créatrice de contenu, tu es aussi une créatrice de synergie. J'ai aimé ce mot, c'est une invitée qui nous l'a sorti, une des personnes qui coordonnait Laval en transition. Donc, tu aimes créer des synergies. On va reprendre dans quelques minutes cette entrevue très, très intéressante. Alors, on va, pendant ce temps, céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour Hadi, bonjour tout le monde. Cette année-ci, en 2021, la tendance est à la sobriété. Aux oubliettes, les chaussures de sport à semelle épaisse, le blazer ajusté ou encore les vêtements avec imprimé tie-dye. Les tons neutres seront donc à l'honneur pour 2021. On laisse l'extravagance des néants en 2020 et on embrasse les tons beige, brun par exemple. Le blazer ample est tout à fait in. Le motif à carreaux est à porter sans complexe. Et pour les souliers, eh bien, on opte pour la simplicité avec des chaussures à talons bas ou encore des ballerines. En culture, la Maison des Arts nous ouvre à nouveau ses portes et nous invite notamment aux expositions des artistes Fanny Ménard et Suzanne Josse ce dimanche 28 mars de 10h à 17h. Ondes élastiques, les faunes s'agitent dans l'épaisseur du bois est une œuvre de Fanny Ménard qui nous invite dans son univers peuplé de créatures hybrides et fantasmagoriques. Avec architecture impossible, Suzanne Josse investit l'un des grands murs du foyer en improvisant des configurations improbables à l'encre avec d'anciens outils d'architectes détournés de leur usage. Sur les murs ou sur les grands rouleaux, l'artiste propose des plans du futur. Notez que les deux artistes seront présentes sur place. C'est une occasion d'échanger avec elles et une belle activité à faire donc en famille. Merci Myriam. Alors on retourne à notre invitée Mariana Diello-Baldé. Mariana, créatrice de contenu et aussi créatrice de synergie. Quels sont les autres projets que tu as eu à mener puis qui t'ont allumé, que tu as beaucoup aimé faire? Après avoir touché la question des mutilations génitales féminines et d'avoir fait plusieurs conférences avec des activités, on a pu voir qu'il y avait un besoin des femmes de la communauté, des femmes issues des différentes communautés qui sont aussi natives d'ici, que ces femmes-là n'avaient pas d'activité récréative où elles pouvaient sortir de leur zone de confort et réellement oublier tout le stress qu'il y avait autour. Donc, nous, on a créé une initiative qui s'appelle « Danse-moi ton rêve ». Danse-moi ton rêve, le concept, c'était d'amener plusieurs femmes ensemble et avec de la musique, de la kora, les faire danser leurs rêves. Et après cette étape où chaque femme dansait son rêve, on continuait avec un exercice de vision board, de tableau de visualisation, où chacune essayait de dire qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a interprété du rêve de la femme. Et on sortait de là en se disant, on va l'aider en quelque sorte à atteindre cet objectif par rapport à son rêve. Ce qui est particulier avec cette activité, c'est que les feedbacks qu'on recevait étaient propres, étaient différents d'une femme à une autre, parce qu'on communiquait par la danse l'essentiel, sans passer par un filtre de logique. Et cette initiative nous a permis d'en créer d'autres, mais toujours avec ce petit truc de créativité qui revenait. Puis on a créé Saveurs Mélodieuses, qui est une activité de réseautage réinventée, où des femmes politiciennes, des femmes d'affaires, des femmes entreprenantes, des femmes artistes pouvaient pour une fois être en mesure de réseauter sans qu'il y ait une barrière. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que dans un réseautage normal,
une femme qui est plus femme au foyer aura peut-être un peu de mal à approcher une politicienne, alors que elle fait les meilleurs beignets de sa communauté. La politicienne organise des événements. Et a besoin de beignets. Besoin de beignets. Et pour les mettre ensemble, on a ramené le concept de la gastronomie. On a créé un menu où le vocabulaire pouvait permettre à ces femmes-là de réseauter, de parler d'elles, de parler de ce qu'elles font sans un complexe. Et c'était ça, Saveurs Mélodieuses. Et la particularité aussi de Saveurs Mélodieuses, c'est que toutes les activités, c'était autour du foulard. Toutes les femmes avaient un foulard. Le foulard devenait l'accessoire qui permettait aux femmes de briser la glace. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que quand elles arrivaient et qu'elles recevaient leur foulard, chacune était là, elle essayait, elle mettait sur sa tête, elle se prenait en photo. Donc, c'était « Oh, j'aime beaucoup votre foulard, on peut prendre une photo, comment vous allez ?» On n'avait pas besoin d'attendre le « Bonsoir tout le monde, bienvenue ». Donc, il y avait ce brise-glace-là. Donc, on vous brisait les glaces avec le foulard, puis les personnes, les femmes sur place le mettaient comme elles voulaient, en fait. Donc, ce n'était pas un foulard sur la tête, ça pouvait être sur le cou et autres. Mais une façon très, très originale de réseauter, Mariana. Et j'entends aussi dans ton vocabulaire beaucoup « femme entreprenante ». Moi, je dis souvent « entrepreneur ». Je ne dis ni entrepreneuse ni entreprenante. C'est quoi le distinguo que tu fais, toi, entre une femme entreprenante et une entrepreneure, ou c'est la même chose pour toi? C'est une très belle question. Entreprenante, moi, je vois que ce n'est pas nécessairement d'avoir certaines techniques spécifiques de l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît, mais là, on fait appel aux valeurs. Une femme entreprenante, c'est une femme qui est capable, qui passe à l'action, mais qui fait appel à son éducation, à tout un bagage culturel. Et à son culot, parce qu'entreprenante, moi, ça me donne, c'est quelqu'un qui a du culot, là, c'est comme... Qui est audacieuse. Go, on y va. Oui, oui, qui est audacieuse. Ma mère est une femme entreprenante, parce qu'elle n'a pas nécessairement un plan d'affaires, elle n'a pas nécessairement été accompagnée par une structure avec les outils spécifiques, plan d'affaires et tout ce qui va avec, mais elle met en place des initiatives avec des femmes, des hommes de sa communauté pour aller de l'avant. Donc, elle est entreprenante. Voilà, parlant d'initiative, on sait que tu es aussi ambassadrice et porte-parole ou animatrice de plusieurs activités, des activités qui te tiennent à cœur. Il y a eu le Festiga récemment, puis on parle aussi d'un événement qui va se passer à Laval le 21 mars, donc qui se passe à Laval le 21 mars, qui est l'arbre à palabres. Donc, un principe africain aussi. Parle-nous un peu de cet événement dont tu es la porte-parole, si je ne me trompe pas. Alors, l'arbre à palabres, comme son nom l'indique, dans l'Afrique traditionnelle, ça se passait souvent sous le pied d'un baobab. Les hommes, les femmes, les jeunes se réunissaient pour prendre des décisions importantes pour l'avenir des communautés. Donc, depuis 4 ans maintenant, la Fondation Muntu, qui principalement a comme mission de valoriser et encourager l'intelligence collective et de donner l'espace à des jeunes pour que ces jeunes-là puissent s'exprimer, à réinventer le concept pour l'adapter. Et c'est devenu aujourd'hui une grande conversation où des artistes, des créateurs, des chercheurs, des entrepreneurs peuvent participer dans une conversation, mais structurée. Donc, la conversation a été orchestrée de telle sorte qu'on ressort de là avec des pistes de solutions clés, potentiellement, qui peuvent devenir des actions concrètes sur le terrain. Le principe des colloques, des symposiums, des conférences sous un autre nom, en fait. Oui, mais révisité et adapté avec le concept de l'arbre à palabres. C'est l'année de la réinvention de toutes les façons, n'est-ce pas? Parlant toujours des choses réalisées, Mariana, tu as aussi écrit un livre, L'enfant derrière le miroir. Un livre, je t'avoue, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Tu me l'as remis aujourd'hui. J'ai regardé un peu la description du livre. Ça parle de toi, c'est ça. Donc, parle-nous un peu de l'enfant derrière le miroir. C'est qui? Ça parle de moi, ça parle de chacun de nous, finalement. L'enfant derrière le miroir, c'est une promesse de l'enfant que j'étais à l'âge de 7 ans, qui a promis à sa mère de lui écrire un livre. Parce qu'à l'âge de 7 ans, je découvre que ma mère ne sait pas lire totalement en français. Je le découvre parce que je m'en vais à la bibliothèque chercher un livre de contes pour une présentation à l'école. Et je demande à ma mère, « Néné, tu peux m'aider à faire le travail pour l'école ?»
Puis je la vois qu'elle se met à pleurer parce qu'elle me dit, si je ne vais jamais représenter les parents à l'école, c'est parce que mon français n'est pas bon comme ceux des autres mamans. Donc j'ai vu que ma mère avait honte de ce qu'elle était, du fait qu'elle n'était pas en mesure. Pourtant, ma mère nous racontait les plus beaux contes que vous n'allez jamais trouver dans une bibliothèque. Et à cet âge, je lui ai promis, Néné, ne pleure pas. Un jour, je vais t'écrire un livre. Et ce livre, ça sera des contes qui parleront d'une femme forte, la femme que tu es. Et toutes les personnes qui ne t'ont jamais rencontrée pourront le lire. Ils sauront que tu existes. Et en grandissant, l'adulte que je deviens oublie cette promesse parce que l'adulte est stressé. L'adulte a des questionnements. L'adulte se remet en question constamment. L'adulte a peur du jugement des autres. Et n'importe quel adulte, quel que soit le domaine d'activité, on a toujours ces périodes-là. Et à ce moment-là, l'adulte perdu que je suis devenue, qui avait oublié plein de choses, a trouvé réconfort par un personnage qui est l'enfant derrière le miroir. Parce que l'adulte s'est dit, s'il y a une chose qui m'a toujours tenue à cœur, et ma mère me le rappelait, j'attends encore mon livre, je vieillis, je tombe malade, peut-être que je ne serai plus là. Et je me suis dit, oui, mais je vais écrire un livre. Mais un livre sur quoi? Le bonheur. Je lui ai promis de lui offrir un livre. Mais là, aujourd'hui, l'adulte cherche le bonheur. Donc, écrire un livre sur le bonheur, mais qu'est-ce que je vais raconter? Et là, c'est là qu'apparaît l'enfant derrière le miroir, qui est finalement la mémoire d'enfance. Cette petite fille de 6 ans qui me raconte l'Afrique à sa façon, qui me parle de ce qu'elle a vu, de ce que l'adulte a oublié, mais qui finalement parle à chaque adulte qui lira le livre. Parce qu'à l'intérieur de chaque adulte sommeille un enfant qui souvent a été oublié, qui souvent a été vulnérable, qui souvent n'est même plus là parce que l'adulte a pris trop de place. C'est important que chaque adulte ramène ou se réconcilie justement avec cette partie de l'enfance parce que ça permet d'être plus spontané, créatif, authentique, de prendre sa place et concrètement d'améliorer sa qualité de vie. Oui, puis d'améliorer la qualité de vie de tout le monde aussi. Hein? Donc, réveiller l'enfant en nous. En peu de mots, tu m'as donné une forte envie de le lire, ce livre, Mariana. Je t'avoue que c'est la première chose que je ferai aujourd'hui. Je vais aller découvrir l'enfant derrière le miroir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Mariana. Puis on te souhaite un grand succès pour la suite. Merci à toi. Merci à vous qui nous suivez à la maison. On va se quitter sur un coup de cœur, le coup de cœur de la rédaction qui tombe bien en cette période de francophonie. C'est une période aussi où on célèbre les Premières Nations. Alors, c'est une production de Nuit d'Afrique. L'Afrique rencontre les Premières Nations. Myriam Matondo va vous présenter le coup de cœur de la rédaction. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, nous vous présentons notre coup de cœur qui est un extrait du concert L'Afrique rencontre les Premières Nations organisé par les productions Nuit d'Afrique le 26 février de cette année.